Et pour la première fois, Neil Marshall m'a déçu. Faut dire que j'attendais son dernier film, The Reckoning, avec une certaine impatience et que je me suis jeté comme un mort de faim sur son Blu-ray sorti récemment en France chez Metropolitan sous le titre générique Sorcière. Alors, quelques heures avant d'acquérir cet objet de convoitise, je me suis quand même rendu sur quelques sites pour voir la réputation que se traînait le film, et il se traîne effectivement comme un boulet, une réputation de belle purge, moins de 5 sur 10 sur IMDb, un petit 20% sur Rotten Tomatoes, et là même le public n'adhère pas, et lui colle un petit 30%. Bon, c'est pas très étonnant pour un film d'horreur. Généralement, les notes pour ce genre de production ne volent pas très haut, même pour des films que je défends bec et ongle, mais j'ai quand même commencé à ce moment-là à sentir le vent souffler, à revoir mes espoirs à la baisse, surtout après avoir lu quelques critiques de la chose. Bon, il en aurait fallu plus pour me décourager, je l'aurais acheté les yeux fermés de toute façon, donc fait extrêmement rare. J'ai déboursé un billet de 20 balles, plein et entier, pour m'offrir ce film en off, même pas en occasion, et me faire une petite séance tranquille à la maison, pour découvrir ce récit moyenâgeux dont la jaquette m'avait redonné confiance. Entre l'affiche du film, vraiment chouette, les photos qui me rappelaient un peu l'atmosphère de l'éblouissant Black Death de Christopher Smith, j'étais chaud comme une baraque à frites, d'autant que les commentaires dithyrambiques, pondus j'imagine par le stagiaire de chez Metropolitan, nous promettaient, je cite, une plongée fascinante dans un univers médiéval fantastique porté par la géniale actrice Charlotte Kirk. Géniale actrice Charlotte Kirk. Mais c'est qui Charlotte Kirk ? Peut-on vraiment faire confiance à ces lauriers tressés par un employé de chez Metropolitan qui s'est vraisemblablement senti pousser les ailes de la fibre poétique ? Spoiler, bien malheureusement non, le film est très moyen, et c'est dû justement en partie selon moi à cette actrice. On en parle tout de suite. Bienvenue sur la toile pour cet épisode consacré à l'un de mes réalisateurs favoris, j'ai nommé le britannique Neil Marshall. Alors, Neil Marshall, même si son nom ne vous dit rien, sachez que vous avez forcément vu certaines de ses réalisations, et ça, comment je le sais ? Vous avez tous regardé la série Game of Thrones, et la bataille de Blackwater, c'était lui, et oui, la télé sait aujourd'hui profiter du talent de ces réalisateurs de série B, qui ont l'œil très avisé et le sens du cadre. Faudra donc un jour qu'on m'explique pourquoi on confie de très gros blockbusters à Patty Jenkins, par exemple, au lieu de les confier à des gens comme Neil Marshall, qui n'ont plus rien à prouver. Ben oui, Neil Marshall, pour moi, n'a plus rien à prouver, au vu du chemin parcouru depuis son premier long-métrage, Dog Soldiers, qui date de 2002. Comme tous les grands metteurs en scène, Marshall cumule régulièrement plusieurs casquettes, il est parfois producteur, souvent scénariste, monteur, réalisateur, comme sur Dog Soldiers justement. Le mec débarquait à l'époque de quasi nulle part, on lui attribuait 2 obscurs courts-métrages avant ça, et Dog Soldiers c'était un peu sa carte de visite, qu'il posait sur la table tel Patrick Batman, genre voilà les gars, c'est moi. Et dans un même élan, il nous livrait avec cette modeste péloche le meilleur film de loup-garou depuis les classiques incontestés qui sont devenus Le Loup-garou de Londres et Hurlement, sortis tous les deux au début des années 80. Mais ça, vous le savez déjà, puisque vous avez sans doute jeté un œil à la petite émission en 2 parties diffusée il y a peu, et consacrée à nos amis les lycanthropes. Toujours est-il que Dog Soldiers devient presque instantanément un petit classique du film de loup-garou et qu'il est plutôt bien reçu, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la presse et les amateurs, puisque le film arrache à coups de croc un petit 80% critique et spectateurs sur Rotten Tomatoes, ce qui n'est ni plus ni moins qu'un exploit en matière de série B horrifique classée R et interdite aux moins de 16 ans un peu partout. Si par un malheureux hasard vous n'avez toujours pas vu Dog Soldiers, précipitez-vous, c'est certes un bon film d'horreur, mais c'est surtout un très bon film tout court. On est très proche d'un film d'action, tout en tension, qui rappelle parfois le meilleur du cinéma de John Carpenter, surtout dans sa partie se déroulant en huis clos. En même temps, chaque fois qu'un film d'horreur se passe dans un lieu assiégé, je pense à Carpenter. Comme vous, j'imagine, Dog Soldiers, c'est très simple dans sa construction, mais c'est tout en efficacité. La mise en scène de Marshall est déjà rodée, il parvient à tirer le meilleur d'un budget sans doute étriqué, à mettre en valeur des créatures vraiment impressionnantes, et il sait déjà comment s'y prendre, et pas que derrière la caméra, puisqu'il embauche des danseurs au lieu des cascadeurs pour endosser les costumes des créatures et magnifier la grâce de leurs mouvements. Il fait aussi réduire la taille du décor pour que les créatures soient obligées de se courber légèrement, ce qui accentue encore cette impression de bête gigantesque. Donc Neil Marshall, il a déjà une vision qu'il tient à voir aboutir. Il refuse d'ailleurs d'utiliser des CGI. Il y a très peu d'effets visuels sur Dog Soldiers, c'est un film à l'ancienne, où tout le monde a donné le meilleur de lui-même, et donc du coup, on fait preuve d'inventivité. Il le dit lui-même, Marshall, il n'avait pas les moyens d'obtenir des effets de transformation du niveau du Loup-garou de Londres, il n'avait pas envie de rendre un truc moche en CGI, Bad Moon, c'est à toi qu'on s'adresse, donc il s'arrange pour dissimuler l'essentiel du changement en loup,
et ça fonctionne vraiment bien à l'écran. Dog Soldiers, c'est un film généreux, blindé de références plus ou moins discrètes, la fougue et l'enthousiasme d'un jeune réalisateur sans doute, d'ailleurs Marshall l'avoue lui-même aujourd'hui. Il dit qu'il s'est un peu laissé emporter sur ce coup, mais on fait référence au long du film à Bruce Campbell, à Zulu, à Matrix, avec cette célèbre réplique « There is no spoon ». Enfin bref, un film sous influence sans doute, mais qui fait le job. On attend aujourd'hui un hypothétique Blu-ray, digne de ce nom, puisque celui sorti chez Shot Factory il y a 5 ans n'était pas foufou. Apparemment, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Après ce beau succès, on attend avec une certaine impatience de voir quelle suite Neil Marshall va donner à ce galop d'essai, et il faut 3 ans de patience avant de voir débarquer The Descent en 2005. C'est rien de dire que Marshall enfonce le clou à tous les niveaux. The Descent, ça a plu à peu près tout le monde, c'est un vrai succès, un petit phénomène, sur la base de speech très simple. Un groupe de jeunes femmes s'offre un petit week-end de spéléo et vont pour leur plus grand malheur tomber sous terre sur des créatures qui ne leur veulent pas que du bien. Alors là, on peut difficilement faire plus huis clos, des boyaux sous terre, un groupe de filles contraintes de lutter et d'essayer de trouver une sortie. Sur un postulat aussi con que ça, Neil Marshall fait des merveilles. Ces créatures sont une nouvelle fois magnifiées par son objectif, ces crawlers inspirés d'une Nosferatu de Murnau. Là encore, Marshall et son équipe ne ménagent pas leurs efforts. On construit 21 caves différentes en guise de décor pour le film. Il n'y a aucune cave naturelle dans le film, tout est construit en studio, on embauche des acteurs, et non des cascadeurs ou des danseurs pour incarner les créatures qui doivent avoir un comportement crédible. On dissimule ces monstres pour que les réactions des actrices lors de leur première rencontre avec eux soient le plus réalistes possible. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est Paul Hayet qui s'est chargé de la conception de ces créatures, Paul Hayet dont on a parlé récemment pour son film de loup-garou. The Descent, c'est un peu le pendant féminin de Dog Soldiers finalement, un vrai film girl power, avec quasiment aucun rôle masculin à l'écran. J'imagine que vous l'avez tous vu, mais c'est un film à revoir, efficace, brillant dans sa simplicité, bref, carton plein. Jusque-là, on peut saluer un début de carrière absolument parfait, qui va malheureusement déraper très vite, 3 ans plus tard, sur les routes du post-apo Doomsday. Alors, vous qui suivez cette chaîne depuis quelque temps déjà, vous imaginez bien que j'adore ce film, une histoire à la New York 97, avec l'Écosse, comme prison à ciel ouvert, des barbares cannibales, sortis tout droit d'un Mad Max. Pas étonnant que dans le film, 2 des soldats s'appellent d'ailleurs Miller et Carpenter, des combats de sable, des mercenaires armés jusqu'aux dents, des gunfights, des poursuites en grosse cylindrée, un duel à l'épée contre un chevalier en armure. Bref, en guise de spectacle, what the fuck, Doomsday se pose là, malheureusement. Aux yeux de beaucoup de gens, cette mayonnaise peu subtile ne prend pas, le film ne marche pas aussi bien qu'espéré, et se heurte au dédain d'une bonne frange de la critique. Bref, Doomsday ne séduit pas une large audience, et c'est bien dommage, Descent avait rapporté quelques 60 millions de dollars, autour du monde, Doomsday en ramasse 3 fois moins, ça fait mal pour un film qui se contente pas de filmer 3 actrices dans un tuyau, mais qui au contraire déborde de générosité. C'est tourné principalement en Afrique du Sud, je crois qu'il y a une scène où on a embauché quelque chose comme 700 figurants, c'est dire l'ampleur du projet, ça envoie visuellement. Cet échec relatif ne fait pas les affaires de Neil Marshall et prouve malheureusement que son nom n'est pas encore synonyme de succès garanti. Le réalisé par Neil Marshall ou les par le réalisateur de Dog Soldiers et The Descent ne suffisent pas à vendre le projet aux spectateurs, et si Marshall espérait se refaire, comme on dit au poker sur son projet suivant, il en sera pour sa poche. 2 ans plus tard, en 2010, débarque Centurion, et là, c'est le flop. Je trouve ça totalement incompréhensible. Pour vous faire une idée, le film coûte dans les 12 millions, il bénéficiera d'une sortie en toute discrétion pour ramasser à peine 7 millions à l'international, donc au total pour son exploitation en salle. J'imagine quand même qu'il a eu une belle carrière en vidéo, mais c'est un film que je trouve très injustement ignoré, je l'adore, tout simplement, je trouve que c'est une perfection absolue dans ce genre assez rare de film guerrier à la Ridley Scott. Je le range pour ma part très proche du Sang des Templiers ou de l'Aigle de la 9e Légion, qui peut d'ailleurs presque être considéré comme une séquelle à Centurion, puisqu'il se déroule 23 ans plus tard avec ce fils de général qui revient chercher la vérité sur la disparition de la 9e. Donc du tout bon, visuellement c'est impressionnant, une nouvelle fois au niveau des costumes, des décors naturels, c'est tourné dans les sublimes paysages écossais. Et le casting, Michael Fassbender, Olga Kurylenko dans un de ses meilleurs rôles, Dominic West, tout un tas de vraies gueules de cinoche comme Liam Cunningham, David Morrissey, Riz Ahmed, Imogen Poots. Si vous ne l'avez pas vu, précipitez-vous, c'est vraiment un excellent film sur tous les plans. C'est assez court, moins d'1h40, mais ça ne manque jamais d'ambition. C'est un récit au final relativement intimiste, imbriqué dans une épopée riche en scènes d'action, et Neil Marshall fait une nouvelle fois des merveilles à la mise en scène. Je pourrais parler des heures de ce film qui figure parmi mes plus purs plaisirs de cinéphile, et je ne comprends pas le désamour dont est victime Centurion, mais enfin, pour Neil Marshall, c'est un revers cinglant qu'il ne méritait pas, et qu'il renvoie illico à la casse télé. Alors, rien de honteux à ça, bien évidemment, il y a d'excellentes choses
qui sont produites sur la petite lucarne, et Neil Marshall ne va pas brader son talent, loin de là. Mais enfin, le grand écran, pour lui, c'est stand-by après Centurion. On est en 2010, et Neil Marshall disparaît des radars une paire d'années, pour revenir donc par la petite porte, en enchaînant les tournages d'épisodes de séries télé, pas n'importe quelle série, cependant, on lui confie quand même des épisodes clés de séries populaires et très en vue, et surtout des séries réputées pour être très léchées visuellement. Donc à l'actif de Marshall, entre 2012 et 2018, 2 des meilleurs épisodes de Game of Thrones, parmi les plus importants de la saga, la bataille de Blackwater, soit l'avant-dernier épisode de la saison 2, et l'affrontement entre les gardiens du mur et les sauvages lors de l'avant-dernier épisode de la saison 4. On lui doit aussi des épisodes de Black Sails, si vous n'avez jamais vu cette série et que vous êtes féru d'aventure et de piraterie, faites-vous plaisir, plongez sans tarder dans les eaux tourmentées de cet incroyable récit que j'ai adoré, le dernier épisode de la saison 2, et parmi ce que j'ai vu de plus fort à la télévision, ou même au cinéma, c'est absolument remarquable. Neil Marshall réalisait du coup 2 des premiers épisodes de la série, histoire de commencer sur des bases fortes, visuellement parlant, avec l'appui de quelqu'un qui a la maîtrise totale de son cadre. Marshall, on le retrouve aussi sur des épisodes de la somptueuse série Hannibal, ou sur Westworld, donc du tout bon, de la qualité. Au passage, il touche aussi à des séries moins classes, comme Perdu dans l'espace, Timeless, et réalise le segment le plus délirant de l'excellente anthologie horrifique Tales of Halloween, avec cette citrouille géante qui bouffe les gens. Fallait bien tout son talent pour rendre cette histoire un tant soit peu sympa, et le pire, c'est que ça marche. Au bout d'un moment, la télé, ça va bien, Neil Marshall revient sur grand écran, et en très grande pompe en 2018, avec le 3e volume des aventures de Hellboy. Alors là, franchement, c'était tellement casse-gueule que moi j'y aurais jamais été. Forcément, hérité d'un reboot, sequel, après les 2 films cultes de Del Toro, fallait vraiment avoir le goût du risque, donc bien entendu, 18% sur Rotten pour la critique, mais le public n'a pas suivi non plus. Et quand tu ramènes à la maison 55 millions autour du monde pour une mise de départ estimée à 50, t'as perdu de l'argent. Une fois les frais de promo déduits et tout, c'est pas une affaire très juteuse, même avec l'exploitation vidéo. Alors vous qui commencez à connaître la chaîne, vous vous attendez sans doute à ce que je défende ce Hellboy, comme j'ai pu défendre le Conan de Nispel. C'est quand même difficile, les costumes sont magnifiques, les effets de maquillage sont vraiment bons, rien à redire sur les décors, on a un casting au top, David Harbour était vraiment taillé pour le rôle, Marshall n'a rien perdu de son sens de la mise en scène, mais il manque un petit quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? Un scénar sans doute. Pardi, on confie le script du bébé à Andrew Cosby, le mec qui a créé la série télé Eureka, et qui a écrit 5 épisodes de série dans sa vie. Et j'exagère pas, Forcément, au final, c'est pas du Tolstoy. Ça part dans tous les sens, l'intrigue n'a ni queue ni tête, c'est mal branlé, les dialogues sont ternes, alors je vais pas vous dire que j'ai détesté ce film, loin de là, mais je peux pas vous dire non plus que j'ai trouvé ça foufou, quoi. De la part de Marshall, j'en attendais vraiment plus. On va pas s'éterniser dessus, vous l'avez certainement vu, vous aussi, voilà. J'attends quand même de retenter l'expérience en 4K. Une fois la pilule digérée, c'est pas impossible que je révise mon jugement lors d'un second visionnage, mais j'ai pas franchement envie de le revoir là, tout de suite. Donc forcément, quand on s'est planté 2 fois de suite au box-office avec 2 films relativement coûteux, qu'on a végété 6 ans sur le petit écran, avant de se prendre le mur à nouveau avec un gros budget et un film attendu au tournant, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers du DTV, des films produits pour le marché vidéo avec un budget tout à fait raisonnable, et débarque donc ce Sorcière, The Reckoning en VO, qui démarre sa carrière en août 2020, en plein été Covid, donc, dans des festivals diffusés sur le net comme Fantasia, avant d'atterrir en VOD et support, en avril-mai de cette année 2021. Et des fois ça marche, le fait de revenir à plus de modestie financière, de s'atteler à des projets moins ambitieux, histoire de se ressourcer et de retrouver ses marques, mais des fois, comme dirait Garcimore, ça marche pas. Et dans ce cas précis, ça le fait pas, et je peux vous le dire, j'ai quand même pris une douche froide à la vision de ce film, beaucoup plus qu'à celle de Hellboy. Hellboy, je m'attendais à un film imparfait, j'avais un peu de doute quant au résultat final, bon, j'ai trouvé ça moyen, mais j'attribue surtout cet échec au scénariste. Dans le cas de Sorcière, c'est dur de trouver un coupable autre que Marshall à ce... J'hésite à dire naufrage, on n'en est pas là, mais pas loin. Sorcière, c'est l'histoire toute simple d'une jeune veuve esseulée dont le mari vient tout juste de se suicider. Pour son malheur, elle va repousser les avances du propriétaire de son terrain, qui va donc la faire passer pour une sorcière. L'Inquisition va s'en mêler et la mettre au supplice. Le film se traînait depuis ses diffusions sur le net une sale réputation. Bien sûr, depuis j'ai compris pourquoi. Alors en premier lieu, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans Sorcière, surtout quand on connaît le cinéma de Neil Marshall? Tout d'abord, le scénar, qui vole pas très haut, faut bien l'avouer, le script du film, basé sur une histoire d'un mec qui a pas fait grand-chose, 2-3 trucs obscurs par-ci par-là, le script du film, on le doit à Neil Marshall et à sa nouvelle complice et actrice principale de ce récit, Charlotte Kirk.
Reste dans le coin, Charlotte, on va s'intéresser à toi dans 1 minute. Et c'est pas brillant. Alors bien sûr, on essaye de transformer un simple récit d'inquisition qui aurait pu très rapidement virer au torture porn en une habile histoire de vengeance, mais c'est pas usual suspect, ça tourne à vide, c'est blindé d'incohérences, c'est pas passionnant, les ficelles sont tellement grosses que vous aurez toujours une bobine d'avance sur tout ce qui va se dérouler à l'écran. Non, franchement, l'histoire manque vraiment d'originalité. On dirait un script rendu par un étudiant en école de cinoche. Ça se veut très malin, mais en même temps, pas du tout, ça tire à blanc, on s'ennuie un peu quand même. Mais bon, généralement, un script bancal peut très bien être rattrapé, au moins en partie par une mise en scène brillante. Et là, je pensais pouvoir compter sur Neil Marshall, qui s'était montré capable de sublimer de simples épisodes de série en monument d'efficacité, et forcément, je vois Sorcière et je pose la question, Neil Marshall s'est-il perdu? Parce que pour la première fois, je sens que le mec il s'est mis en mode automatique, je trouve qu'on frôle quelquefois le cachet télévisuel, mais alors là, pas du tout dans le bon sens du terme, c'est pas la faute des décors ou des costumes impeccables, mais plutôt dans la façon paresseuse dont Neil Marshall a conçu ses scènes, c'est vraiment pas dingue, même si on a parfois heureusement de très beaux plans, qui font que le film n'est pas un ratage intégral, mais ça manque d'inspiration, d'inventivité, d'audace, tout simplement. J'ai vraiment le sentiment que Neil Marshall s'est laissé complètement porter. On avait donc tout devant la caméra pour que ça se passe bien, décor, costume, mais le scénar est aux fraises, le réalisateur aux abonnés absents. Peut-on encore compter sur le casting du film pour rattraper le coup? Charlotte, reviens par là, on va parler de toi maintenant. Au niveau du casting en général, on est pas mal servi, on retrouve notamment au générique cette belle trogne de Sean Pertwee qui, outre Alfred dans la série télé Gotham, a joué dans moult films d'horreur anglais depuis le début des années 2000 et collaboré plusieurs fois avec Marshall sur Dog Soldiers, Doomsday, alors même lui pour le coup il livre une prestation terne, sans relief. Lui aussi visiblement il était en mode pilotage automatique, mais bon, faut croire que Neil Marshall l'a pas trop dirigé, qu'il a préféré concentrer tous ses efforts sur le jeu de son actrice principale. Alors, autant le dire tout de suite, je pense que le plus grand défaut de Sorcière, c'est que Neil Marshall est tombé complètement sous le charme de celle-ci. Et on le comprend, Charlotte Kirk, c'est elle, une actrice dont les faits d'armes tiennent sur une feuille de papier cigarette. On lui prête quelque chose comme une vingtaine de rôles depuis 2013, mais bon, si on enlève les courts-métrages, les apparitions au second, voire au 4e plan, il reste vraiment pas grand-chose. Franchement, et là je suis honnête avec vous, j'ai rien trouvé de marquant dans sa filmo. Apparemment, elle s'essaye aussi à la chanson, à l'occasion, avec des titres aussi percutants que Eyes in Love ou I Get the Feeling Again. Si l'on en juge ses clips vidéo, elle passe beaucoup de temps seule à se caresser dans les champs, sans faire la langue de pute. Je ne pense pas qu'elle soit destinée à une grande et belle carrière dans la chanson, mais bon. Enfin bref, si vous n'avez pas cligné des yeux au moment de son apparition, vous avez peut-être remarqué le charmant minois de Charlotte dans Ocean's 8, ou le navet Vice avec Bruce Willis. J'évacue tout de suite la question des talents de Charlotte Kirk, on n'est certainement pas, comme précisé sur la jaquette de la chose, en présence d'une géniale actrice. Elle joue, voilà, elle aurait sans doute plus sa place dans une série CW. Passons, non, le vrai problème, c'est que Charlotte Kirk, dans Sorcière, c'est ça. Ouais, c'est ça pour Neil Marshall et son actrice, une veuve éplorée au Moyen-Âge, une jeune paysanne qui doit s'occuper seule de sa ferme et de ses cochons depuis la mort de son époux, coiffée, manucurée, maquillée, avec un rose bonbon sur les lèvres, et la meuf, elle se tape des cheveux de mannequin pendant tout le film. Elle a des cheveux magiques, rien n'a d'emprise sur eux, ni la boue, ni la pluie, ni la torture, alors je peux comprendre que Marshall soit tombé amoureux de son actrice, qu'il n'ait pas eu envie de la dégrader physiquement, qu'il ait préféré la filmer sous tous les angles, avec ou sans habits, assez généreusement d'ailleurs, mais bon, il y a des limites. Alors non, j'ai jamais vécu au Moyen-Âge, mais je peux vous assurer qu'il ne devait pas y avoir une femme à cette époque qui ressemblait à ça. Je pense que les paysannes à l'époque, elles devaient juste ressembler à Jacouille. Si on pouvait prendre une machine à voyager dans le temps et se retrouver illico à l'époque de Sorcière, je pense qu'on pourrait espérer y survivre, mettons entre 5 et 10 minutes. On devait bouffer des trucs avariés, risquer de se faire égorger à chaque coin de forêt, être confronté en permanence à la pestilence et à la maladie. Mon idée du Moyen-Âge la tient plutôt du nom de la rose, ou de la chair et le sang, que de prisonnier du temps, du regretté Richard Donner, dans lequel les paysannes sont aussi de jolies jeunes femmes épilées du maillot. Une fois du coup qu'on a vu ça, la messe est dite, c'est ridicule, on n'y croit pas une seconde. Vu que le scénar est tout pauvret, que le film ne brille pas par une mise en scène complètement folle, et que les choix en matière de direction artistique laissent carrément à désirer, qu'est-ce qu'il reste? La musique de Christopher Drake? Bon, le mec est pas sans talent, mais il a fait dans le jeu vidéo, les adaptations en animé des classiques de DC Comics, 2 films de Kevin Smith, et pas parmi les meilleurs, et là on a droit à une partition, tout ce qu'il y a de plus passe-partout, mais quand même inspiré, même si très synthétique. À certains moments on pense au thème de la saga Fantasme de Coscarelli, voilà, rien de très fou là non plus. Donc voilà le compte-rendu de cette première fois où Neil Marshall m'a vraiment déçu. Alors je vous avoue,
qu'en tant que complétiste acharné, je vais quand même garder ce Blu-ray dans ma collection. L'image est quand même très chouette, elle restitue parfaitement l'atmosphère très télévisuelle de l'ensemble, mais j'ai quand même au final l'impression d'un immense gâchis. Il suffit de voir certaines photos du film pour comprendre rapidement que le réalisateur sait toujours composer avec son cadre. Certains tableaux sont vraiment inspirés, la déception n'en est que plus douloureuse. Il y avait vraiment là de quoi s'attendre à une grande fresque sauvage dans la lignée de Black Death. Le pire, c'est que je ne dis pas que je le reverrai jamais, je lui redonnerai peut-être sa chance à un moment, peut-être à l'occasion d'une rétro du réalisateur, mais je sais déjà que ce Sorcière ne figurera jamais parmi mes petits classiques, ni même parmi mes plaisirs coupables. Et le pire dans tout ça, c'est que le prochain projet de Neil Marshall s'appelle The Lair, et qu'il raconte l'histoire d'une femme pilote de la Royal Air Force qui se fait abattre au-dessus de l'Afghanistan et qui se réfugie dans un bunker dans lequel elle va se trouver confrontée au réveil de créatures mi-humaines, mi-aliens. Alors moi, j'entends ce pitch, je dis « take my money, go for it », ce sera écrit et réalisé par Neil Marshall, et un seul nom est pour le moment attaché au casting, Charlotte Kirk. Give me my money back, motherfucker. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous replonger dans la filmo de l'ami Neil Marshall et de réévaluer par la même occasion les petites pépites qui la composent, et peut-être même que je vous aurai donné envie de voir son dernier film, Sorcière, dispo chez Metropolitan. Non, je déconne, mais si vraiment vous y tenez, attendez au moins de le trouver en occasion. Conseil d'amis, comme toujours, petit pouce, blabla, commentaire, blabla, portez-vous bien et à la prochaine sur cette même chaîne. Ciao!